Tu peux démarrer. Top, c'est parti. Merci. Il y a marqué continuer, mais je le fais sauter. Ça, voilà. Oui. Bonsoir à tous. Voici une petite mise au point sur la prise en charge du myélome multiple. Vous allez voir que j'ai un petit peu fait les choses un petit peu différemment que d'habitude, sachant que le myélome multiple ou le myélome dans son entité représente plusieurs spécificités, sauf la réunion étant autour de la cellule tumorale. C'est un plasmocyte, c'est une cellule lymphocytaire B qui produit une gamma-globuline. En fait, la prolifération de cette tumeur maligne est soit multiple, soit unique, et c'est ce qu'on appelle le plasmocytome solitaire. On verra que l'on va étudier ces deux entités, puisque finalement, elles nous incombent, leur prise en charge nous incombe à nous, chirurgiens orthopédistes. En fait, on va avoir une vision à la fois médicale du problème et une vision chirurgicale. La vision médicale, elle est issue de ce que j'ai pu lire, donc on va être relativement généraliste, mais c'est le minimum à connaître pour un chirurgien orthopédiste, prenant ensemble soit le myélome multiple, soit le plasmocytome solitaire. Alors, Toulouse est extrêmement bien placé dans cette pathologie, puisque Michel Attal a été, en 2000 quelque chose, a gagné le prix Léopold Griffuel, qui est un prix qui récompense le meilleur chercheur en pathologie myélomateuse. Donc, Toulouse connaît parfaitement cette problématique, et Michel, d'ailleurs, a été le Toulousain de l'année en 2016. Donc, c'est un véritable prix Nobel de cette pathologie qu'a obtenu Michel Attal. Ça vous donne un petit peu le niveau des compétences toulousaines à la matière. Cocorico, ça remontera un petit peu le moral eu égard au résultat du Stade toulousain en ce moment. Le myélome multiple se définit de la manière suivante. C'est une hémopathie maligne de l'adulte, pas tout le temps, mais pratiquement tout le temps, secondaire à la prolifération tumorale multisite de plasmocytes, produisant une immunoglobine monoclonale. Il a donc une double manifestation clinique, que j'allais dire obligatoire, à la fois osseuse, puisque ces plasmocytes se situent dans la moelle hématopoïétique, donc dans l'ensemble des structures osseuses, qu'elles soient épiphysaires ou diaphysaires, avec une diffusion médulaire obligatoirement généralisée, et une manifestation clinique rénale par la néphropathie engendrée par le blocage des tubules rénaux liés à ces fameuses gamma-globulines, surtout si elles sont de gros volumes. Et vous savez qu'on donne le terme de myélome multiple, on lui donne l'éponyme bien connu de maladie de Calère. Le myélome multiple, quelle est son épidémiologie en France? À peu près 5000 nouveaux cas par an. C'est 2% de l'ensemble des cancers. C'est 10% des hémopathies malignes. Et il y a d'ailleurs, dans le cadre de l'Oncopole, un service spécialisé avec 3 ou 4 praticiens qui ne s'occupent que du myélome. Il y a une discrète prédominance masculine. C'est plutôt l'âge 70 ans chez les hommes, 74 ans chez les femmes. Et il y a quelques sujets jeunes, vous voyez, 3%, qui ont moins de 40 ans. S'affichent devant vous les différentes localisations et l'on voit que le rachis, dont je ne parlerai pas, et pourtant c'est un gros morceau dans cette pathologie, représente la moitié à peu près des localisations. Et on y reviendra tout au cours de la présentation. Le fémur d'une part, l'humérus d'autre part, sont les deux autres grandes localisations de la pathologie myélomateuse, mais on se rappelle que c'est une diffusion multiple, et par exemple, vous voyez que le crâne, avec 92 cas, c'est la série de l'Institut Rizzoli, a autant de cas de localisation myélomateuse que le rachis, sauf qu'au crâne, on ne fera rien, au rachis, on opérera ou on fera un geste préventif. En fait, ce qu'il faut bien reconnaître, c'est que
ce myélome multiple a une histoire naturelle. Et dans un petit nombre de cas, il est précédé d'un état prémyélomateux indolent ou gammapathie monoclonale de signification indéterminée, dont l'acronyme fait MGUS. Ce sont des patients de 60-70 ans qui ont un seul pic monoclonal isolé. Ça représente 3 à 4 % de la population générale, donc 100 fois plus fréquent que le myélome multiple. Et globalement, autour de un petit peu plus de 1% de ces patients vont évoluer vers un myélome multiple. Alors ça, c'est une notion très, très, très particulière, de la même manière que le plasmocytome solitaire est aussi une entrée potentielle, une entrée possible vers un myélome multiple. Le myélome multiple a un tableau clinique donc, qui répond à l'acronyme CRAB, hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie et atteinte osseuse, le B de Bone, bien évidemment. Donc ça, c'est un tableau clinique qui est bien clair, bien précis, et qui finalement explique l'entité très particulière par rapport aux métastases multiples des cancers ostéophiles que l'on peut rencontrer. Alors l'hypercalcémie, elle est pas, on la rencontre aussi dans les métastases multiples. L'insuffisance rénale est très spécifique. L'anémie se rencontre et l'atteinte osseuse, elle aussi. Souvent, les deux choses sont mélangées et on a tort, et je le développe un petit peu plus loin. Quels sont les symptômes de ces myélomes multiples, les symptômes cliniques? D'abord, on voit que 11% de ces patients sont asymptomatiques, mais une grande partie, quand même, ont une atteinte sévère à modérée, avec essentiellement de l'asthénie, des phénomènes douloureux et une tendance à s'endormir. Tout ceci a été bien démontré et en prenant ce PowerPoint, en faisant ce PowerPoint, vous aurez les principales références bibliographiques qui s'affichent, que j'ai obtenues, donc que vous obtiendrez très facilement. Vous savez comment, par SkyHub et compagnie. Le myélome multiple, au point de vue diagnostique, il est simple sur des symptômes radiocliniques, on l'a vu, l'anémie et la localisation osseuse, sur la présence d'une immunoglobuline monoclonale sérique et ou dans les urines, c'est la fameuse protéine de Ben Jones, et sur la présence d'une plasmocytose médulaire au-delà de 10%. Et il y a une imagerie très simple, très caricaturale, elle est affichée devant vous, c'est le crâne avec ses multigéodes qui sont quasi pathognomoniques du myélome multiple. Et donc, le diagnostic ne pose pas ou ne pose très, très peu de problèmes. Globalement, et c'est, je crois, la dernière diapo de ce côté médical de cette présentation, la prise en charge thérapeutique se situe entre 75 à 70 ans ou, dans le premier, chez les patients en dessous de cette date, on part sur une chimiothérapie dite d'induction avec les médicaments qui sont signifiés ici, en particulier la dexaméthasone, mais des traitements spécifiques, le bortéromide, la thalidomide, la fameuse thalidomide, recueil des cellules souches, chimiothérapie intensive et autogreffe. Globalement, c'est le schéma thérapeutique lorsque ces patients ont un myélome multiple. Au-delà de ces patients, 65-70 ans, c'est uniquement la chimiothérapie. Alors tout ceci a besoin d'être affiné, bien évidemment, mais c'est de la responsabilité de nos collègues hématologues. Le plasmocytome solitaire, alors il a une définition précise, c'est un myélome solitaire, c'est le même type de cellule, il y a une prolifération monoclonale de plasmocytes malins, la tumeur est osseuse, elle peut être extra-osseuse, il y a quelques cas de plasmocytome solitaire unique extra-osseux, mais sur un site en tout cas qui est unique, et il n'y a pas de modification systémique. Donc en fait, ça se présente un peu comme une tumeur primitive maligne avec comme localisation un peu les mêmes que celle du myélome multiple, le rachis, le fémur, le bassin et la clavicule. Assez intéressant de souligner ça. Le plasmocytome solitaire, donc qui est malin, qui est une tumeur maligne, a une localisation préférentielle un petit peu particulière, c'est la clavicule. L'âge médian, vous voyez, un petit peu plus jeune, 55 ans, et la prédominance est masculine, pratiquement 1 sur 2. Donc voilà pour ce plasmocytome solitaire, sachant que ça se présente
Donc, je répète, comme une tumeur maligne primitive avec ses événements cliniques, croissance brutale, croissance rapide, phénomène douloureux, fracture pathologique, vraiment comme quelque chose de primitif, d'autant qu'il apparaît comme unique. Là aussi, il y a de nombreux papiers dans la littérature et récents qui font le point sur le sujet. Le point important, vous allez me dire, mais pourquoi vous parlez de ça maintenant? Parce que 1 sur 2, un plasmocytome solitaire sur 2 va devenir un myélome multiple dans les 10 ans qui suivent sa découverte. Donc, c'est une moyenne d'entrée, si je puis dire, dans le myélome multiple. Donc, en synthèse des critères cliniques, il y a Myeloma Working Group qui a authentifié tout cela. Dans la colonne de gauche, qui est la présence d'un pic monoclonal unique, vous avez les définitions qui sont, les critères qui sont soulignés. Et à l'opposé, le myélome multiple symptomatique avec des signes organiques, le fameux CRAB, des protéines pathologiques détectables dans le sérum et dans les urines. Et lorsque l'on va faire une ponction sternale, on va trouver plus de 10 plasmocytes pathologiques, plasmocytes malins dans la moelle sternale ou dans toute autre localisation. Quelle est maintenant la vision chirurgicale de cette pathologie? Et donc, en premier, l'abord du plasmocytome, même si ça représente une toute petite fréquence parmi les tumeurs malignes primitives. Et ensuite, on parlera du myélome multiple. Alors, le plasmocytome solitaire se présente donc comme une tumeur primitive, et donc le chirurgien peut avoir à biopsier ce type de patient. Je dis le chirurgien puisque, bien évidemment, on en parlera un peu sur la fin, toutes ces décisions sont prises lors d'une RCP, qu'elle soit dédiée dans le cadre de la métastase ou qu'elle soit dédiée dans le cadre du sarcome. On voit les deux, je parle de Toulouse, on voit les deux types de patients dans l'une ou l'autre des RCP. Eh bien, la décision de la biopsie, puisqu'il n'y a pas d'autre signe que la présence d'une tumeur ostéolytique majeure, eh bien, le diagnostic, la décision de la technique de biopsie se fait lors de cette RCP. Ça peut être nous, les chirurgiens, ou bien les radiologues qui font cette biopsie. Et puis, bien évidemment, il faut faire une prise en charge thérapeutique. Et là, il y a un point fondamental qui se dégage par rapport à, et c'est une identité dans les tumeurs plasmocytaires, c'est leur radiosensibilité. Ce point est fondamental. Ça va se retrouver pour le myélome multiple et ça se retrouve pour le myélome solitaire, pour le plasmocytome solitaire. Donc, vous voyez qu'au sein de la RCP, il faudra à un moment donné que le radiothérapeute soit là pour proposer éventuellement ses services. Donc, le traitement du plasmocytome solitaire, il faut la certitude de diagnostic qui passe par une biopsie, qu'elle soit chirurgicale ou radiologique, par une imagerie complète, scanner, IRM et maintenant PET scan, et bien évidemment une discussion en RCP de la résection carcinologique ou la radiothérapie. On a bien compris que il faut démontrer par la biopsie et surtout par l'imagerie que c'est une tumeur plasmocytaire maligne, donc on rentre dans le cadre d'un myélome unique, a priori, et qu'elle est unique. Ça, ce point est fondamental. La résection carcinologique. Alors, vous avez ici pris sur PubMed le nombre d'articles qui sont de plus en plus publiés sur la prise en charge chirurgicale. Je vous en montre un exemple. On voit cette lésion épiphysaire, métaphyso-épiphysaire du fémur proximal chez une femme de la cinquantaine. C'est ostéolytique diffus, c'est perméatif. On voit qu'il y a bien évidemment un risque fracturaire majeur avec une disparition quasi complète des corticales. Vous avez ici sur le scanner les images qui sont en regard. Il a été décidé, au vu de l'erreur, de l'absence de diagnostic, de faire une biopsie qui a été faite par nos collègues radiologues parce qu'ils ont pu très facilement passer à travers cette corticale et prélever. Donc, le diagnostic est tombé, c'est un plasmocytome solitaire dans la mesure où il était unique au PET scan et qu'il n'y avait aucun trouble biologique et se posait la question de la résection chirurgicale.
Pour ce faire, on a demandé bien sûr un scanner. On tombe dans un diagnostic et dans une conduite thérapeutique qui est strictement habituelle, c'est l'IRM, pour faire le bilan précis de l'extension tumorale endo-osseuse et surtout extra-osseuse. On voyait que sur les clichés de profil, on avait peut-être une petite extension, en tout cas on l'a pris comme tel, vers les muscles pelvitro-cantériens, sur la face postérieure, et donc il n'y avait pas d'atteinte intra-articulaire, donc on est parti sur une résection en bloc, sans faire d'arthrectomie, mais en réséquant toute la tête fémorale en bloc, comme une tumeur primitive maligne, puisque c'est une tumeur primitive maligne. Voilà la pièce de résection, voilà le contrôle post-opératoire. On a gardé un tout petit médaillon ici de trochanter pour pouvoir réinsérer les fessiers, et on nous a répondu qu'on était quand même ras la biopsie, l'os ici, et voilà le cliché de contrôle en 2021. La patiente, la résection a été complète, et la patiente n'a toujours pas, et j'espère n'aura jamais plus, affaire à sa tumeur myélomateuse, et on peut penser que par cette résection, eh bien, on stoppe l'évolution potentielle vers un myélome multiple. Dans la littérature, je n'ai pas trouvé d'article répétant, pouvant affirmer à long terme qu'une résection carcinologique d'un plasmocytome solitaire n'aboutissait jamais, ou en tout cas avec un pourcentage faible, vers une maladie myélomateuse. Pourquoi? Bien parce que cette prise en charge carcinologique est relativement récente. Et donc, c'est un travail qui est à faire, probablement sur des études un petit peu multicentriques, parce qu'il faut pouvoir rassembler, bien évidemment, les patients qui ont eu un plasmocytome solitaire réséqué R0 de manière complète. La radiothérapie, là aussi, il y a d'énormes travaux qui ont été faits dans la littérature pour donner les critères de radiothérapie. Et bien évidemment, Toulouse, ça c'est le professeur c'est un des professeurs de radiothérapie de l'Oncopole, qui est responsable de la radiothérapie, car la radiothérapie est un des éléments possibles de traitement curateur du plasmocytome solitaire. En voilà un exemple qui va se défiler devant vous. En fait, la radiothérapie est exclusive si la résection, devient périlleuse, voire impossible. Et si le site osseux porteur du plasmocytome solitaire est mécaniquement faible, on passera à une scapula, on passera à un bassin, comme l'exemple qui va défiler devant vous. Patient vu en 2006 avec une énorme ostéolyse de l'aile iliaque qui venait flirter ici avec l'acétabulum et pratiquement la hanche qui était en protégé acétabulaire. Je dois dire que je n'ai pas vu ce patient en 2006. Il a été vu directement par l'oncopole. Est-ce qu'on aurait proposé un geste chirurgical? Peut-être pas, je ne sais pas. Voilà ce que ça donnait en 3D. Vous voyez que ce n'était pas quand même très, très engageant. Bon, de toute façon, ce patient, moi, je l'ai vu que secondairement, vers l'année 2016, pour l'évolution de cette radiothérapie exclusive, avec une stabilité, voire, on va dire, une rémission complète de la résection, mais bien évidemment des dégâts osseux extrêmement importants, et la nécessité de proposer un geste chirurgical à ce patient. Voilà, l'arthroplastie qui a été posée en 2018, je le vois, je le sais, elle est critiquable, mais finalement, j'avais une telle tenue osseuse primitive que je me suis contenté de cette prothèse classique, double mobilité, mais sans ciment, à surface induite, et qui finalement a bien fonctionné, puisque voilà le patient en 2021, avec un résultat fonctionnel qui est tout à fait intéressant, et l'absence de récidive et surtout d'extension. Donc, vous voyez, le plasmocytome solitaire se gère chirurgicalement, probablement de plus en plus, et par radiothérapie. Alors, il est clair qu'une localisation sur une cervicale, sur une lombaire ou sur une dorsale va être plutôt donnée à la radiothérapie plutôt qu'à la chirurgie. Mais tout ça, ça se discute et ça se discutera de plus en plus. Le pronostic et les facteurs pronostiques du plasmocytome solitaire viennent d'être soulignés par cette équipe chinoise qui est allée pêcher ces résultats
dans un programme sur 18 États américains et qui a pu colliger ainsi 4300, plus de 4000 cas de plasmocytomes solitaires et de myélome. Alors, ça fait un petit peu espionnage, mais après tout, bon, ils apportent des résultats tout à fait intéressants. Quelle est la survie des plasmocytomes solitaires qu'ils rapportent? Alors, je vous souligne d'abord ces deux courbes qui sont avant et après les traitements qu'on va appeler un petit peu modernes. Et vous avez ici les délais de survie que l'on a avec les traitements anciens, avec un délai de survie de 6 ans, et les traitements modernes, notamment la prise en charge par résection, qui n'est pas encore complètement validée, et la radiothérapie. Ils sont allés plus loin dans les analyses univariées. On voit que l'âge dans la survenue de ce plasmocytome solitaire est un facteur pronostic important. Il n'y a que les Américains qui sont capables de produire ce type d'analyse, puisque vous voyez, c'est complètement interdit en France, où ils ont regardé leurs résultats en fonction de l'ethnie des patients. Ça, chez nous, c'est absolument impossible. Donc, blanc, noir, asiatique et amérindien. Bon, nous, c'est quasiment impossible. Ils ont sorti quelque chose alors là, qui est sans explication, c'est que les gens qui sont veufs, c'est ça, donc ça veut dire veuf ou veuve, mais ont un meilleur pronostic que les gens qui ne le sont pas. Alors, je me demande pourquoi. Bon, en fait, en tout cas, j'ai pris ça un petit peu pour l'anecdote. Donc, en analyse multivariée, ceci est peut-être plus intéressant. On retrouve que la chirurgie, par rapport à la radiothérapie, a un meilleur pronostic. Et je reviens sur cette chose un petit peu anecdotique, c'est les résultats que l'on peut trouver quand on fait de la statistique. Et l'âge. Donc voilà les deux points importants. Donc probablement que de plus en plus, nos collègues cancérologues vont nous demander à réaliser des résections. Il semble quand même que l'orientation actuelle sur ces deux papiers soit un mélange des deux, c'est-à-dire résection et radiothérapie ou résection, radiothérapie et même chimiothérapie. Donc il y a des orientations un petit peu différentes maintenant dans la prise en charge de ces plasmocytomes solitaires. Le myélome multiple, eh bien, comme toujours, à la fois un versant diagnostique et un versant thérapeutique. Le versant thérapeutique viendra de la présence d'une fracture pathologique ou de la prévention. Vous reconnaissez finalement les mêmes principes, la même philosophie que la prise en charge des métastases multiples issues des cancers ostéophytes. Alors, les problèmes de diagnostic peuvent nécessiter une biopsie chirurgicale. C'était un cas particulier que Philippe reconnaîtra éventuellement. Ce monsieur est venu le voir pour un problème de douleur au niveau de sa prothèse de hanche posée il y a plusieurs années. En fait, il y avait un fragment ici de sa tête céramique qui était fracturé, mais en dessous, il y avait une ostéolyse qui avait apparu secondairement. Elle n'y était pas en 2016, elle y était en 2018. Et là, on a réalisé une biopsie, par crainte d'ailleurs d'une éventuelle fracture pathologique, et ça a révélé être la présence d'un myélome multiple, puisqu'il y avait d'autres localisations. Donc, on peut être appelé à faire des biopsies chirurgicales. Pour appuyer mes dires, je me suis reporté, bien sûr, à la littérature, sachant qu'il y a peu de choses dans la littérature chirurgicale consacrée à la prise en charge du myélome, et que très souvent, donc, on l'étudie avec la métastase. Et pourtant, les lésions osseuses du myélome sont particulières. Elles sont particulières parce qu'elles sont algiques, elles sont fragiles, elles sont étendues. Je redis qu'elles sont radiosensibles. Elles font partie d'un contexte particulier puisque c'est un symptôme, ce n'est pas une complication comme peuvent apparaître les métastases. Et voilà, s'affichant chez le même patient, cette diffusion de ces ostéolyses, en particulier, vous voyez, au niveau de la main ou du poignet, puisqu'il y avait une ostéolyse ulnaire, radiale, de la première phalange et même diffuse, et les ostéolyses multiples au niveau des tibias. Je ne sais pas s'il y a les deux tibias qui sont représentés. Et puis, le contexte général très particulier fait que ça survient, mais ça se retrouve aussi dans les métastases, bien sûr, sur un état général altéré avec l'anémie, la néphropathie, très important,
Les défenses immunitaires déficientes, et oui, ces immunoglobulines n'ont pas d'efficacité, et aussi une tendance à la maladie thromboembolique. Là, vous retrouvez un peu les tenants de ce que l'on rencontre dans le cadre des métastases. Donc, il y a peu de papiers dans la littérature. Je vous rapporte ici, vous l'aurez, si vous voulez aller un petit peu plus loin, sur la littérature, mais pour le rachis, qui est nettement plus riche que la nôtre pour le squelette appendiculaire. Il y a un papier tout à fait intéressant de l'équipe lilloise qui vient de sortir, avec indiscutablement une série de 55 rachis, uniquement du rachis, avec, vous voyez ici, une médiane de survie à 5-6 ans. Tout le reste est à lire si on veut approfondir le sujet. Et très souvent, donc, le myélome est étudié avec les métastases. Et vous voyez, dans le plus gros papier actuel sur les métastases du squelette osseux issus des cancers ostéophiles, l'équipe de Ratasvuori, c'est l'équipe suédoise, avec plus de 1000, eh bien, ils mettent le myélome, ils le mélangent avec le… Et même dans le score de Katagiri, qui est un score pronostique, on retrouve le myélome qui a été étudié avec les tumeurs qui sont de progression lente. Et pourtant, il y a une différence tout à fait notoire. La métastase osseuse, dans les métastases osseuses, la localisation est une complication évolutive. Il y a de nouveaux traitements pour l'un et pour l'autre, certes. Là, dans le myélome, l'atteinte osseuse est constante. Elle est très fréquente dans les cancers ostéophiles. La localisation rachidienne est quasi constante dans le myélome, très fréquente ici. Et bien évidemment, la radiosensibilité, avec des possibilités de reconstruction, dans le cas du myélome, alors qu'elles sont particulièrement variables dans le cadre des métastases osseuses. Alors, quelques articles ont été, j'ai pu colliger quelques articles dans la littérature se rapportant aux localisations périphériques. Il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, 97, est un petit peu vieux. 2011, vous voyez déjà, ça commence un petit peu à dater, sachant que cette communication qui est grecque étudie des grands principes. Il n'y a pas de papier dans la littérature. Il y en aura un bientôt. Je conclurai d'ailleurs là-dessus. Celui de Parc, qui est le plus récent, finalement, ne fait que comparer la prise en charge chirurgicale des localisations coxofémorales du myélome par rapport aux prises en charge pour fracture. Eh bien, on ne s'étonne pas de voir qu'il y a un peu plus de complications pulmonaires, il y a un peu plus de complications rénales après myélome, il y a un peu plus d'infections, ce point est important, que pour les localisations non myélomateuses. Donc, des articles qui sont finalement pas très intéressants, qui n'apportent pas grand-chose. Avec Maxime Testori, on a déjà un petit peu étudié cette problématique, mais on va l'approfondir sur une série un petit peu courte. On avait déjà trouvé que lorsqu'on avait un traitement préventif des localisations multiples du myélome, on avait un meilleur pronostic. On retrouve exactement ce qui a été dit dans la littérature, c'est-à-dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir la fracture, parce qu'il y allait du retentissement sur la survie de ce type de patient. Donc, la fracture pathologique est un facteur aggravant du pronostic vital. Et bien sûr, vous me voyez venir, ou plutôt vous voyez venir ce type de patients. Il faut les prendre à la base et il faut communiquer avec nos collègues hématologues pour ne pas hésiter à traiter chirurgicalement ces patients. Alors, on se base sur les critères classiques de Mirels pour l'heure, puisqu'il n'y a pas mieux, mais on sait que ces critères qui ont été établis pour les métastases des squelettes, des tumeurs primitives ostéophiles, mais on sait que ces critères ne sont pas très bons. Il y a de nombreux papiers dans la littérature qui montrent que c'est certes très sensible, mais pas du tout spécifique, et que surtout d'un observateur à l'autre, et même au sein même d'un même observateur, il va dire oui, il faut opérer ou non, il ne faut pas opérer. Ceci n'a pas échappé au dernier symposium Softcode et on avait fait un travail avec Vincent Crin pour essayer d'améliorer ce pronostic. Et on avait bien montré qu'il fallait se fier à l'âge, il fallait se fier à la douleur, il fallait se fier au type de localisation
et à l'interruption corticale bien vue sur les coupes axiales. En fait, je crois que pour l'heure, il n'y a pas de critères typiques et il faut se méfier, il faut se fier à son bon sens. Pardon. Alors, la prédiction, elle est difficile à faire pour le myélome, puisqu'on se base sur le MIREL, c'est que le MIREL n'est pas fiable. Ça a été écrit dans ce papier. Les conditions mécaniques spécifiques de l'os myélomateux fait qu'on doit aussi éviter ces mauvaises surprises que l'on peut éventuellement avoir. Et il y a un papier qui vient d'essayer de préciser ça, mais là aussi, il a besoin d'être prouvé par d'autres. Donc, je crois que le scanner reste la base incontournable pour préciser un éventuel risque de fracture pathologique. Il faut explorer, bien sûr, toute la pièce osseuse. Il faut se baser sur son bon sens et se rappeler de la grande radiosensibilité. Donc, s'il y a une petite lésion sur un os non porteur, on peut bien sûr se réfugier vers une radiothérapie. L'inverse étant vrai, les os porteurs, on les connaît, c'est le fémur, c'est le tibia et c'est l'humérus, pour lequel on va être bien plus agressif au bon sens du terme pour proposer une chirurgie préventive. Alors, cette chirurgie préventive, c'est que du classique. Voilà cette lésion fémorale sous-trochantérienne dans le cadre d'un myélome, traitée par ce clou gamma long, avec l'évolution et notamment la radiosensibilité et la consolidation de cette fracture, et avec entre les deux le passage sous rayon. Voilà la consolidation avant-après, c'est tout à fait typique. On n'a pas tout le temps ça dans le cadre des métastases. Pour cet humérus, l'image est encore plus caricaturale. C'est une patiente qu'on a revue tout récemment pour prévenir par un gamalon d'une éventuelle localisation sous-trochantérienne. Et voilà cette reossification grâce à la chirurgie, mais surtout grâce à la radiosensibilité, à la radiothérapie chez cette patiente qui a bien sûr une fonction quasi normale de son membre supérieur. Alors, de temps en temps, il faut être un petit peu original. Voilà cette localisation multiple osseuse. Vous voyez la disparition quasi complète de l'épiphyse et de la métaphyse distale du tibia. Et ce montage, alors un petit peu acrobatique, ça s'est bien passé sur le plan chirurgical avec une cimentoplastie mais directe, la prévention de la fracture par cette incision et dans le même temps opératoire, ce geste avec aussi un geste dans une deuxième, il y a l'autre tibia qu'on a opéré aussi avec Louis et la prise en charge du membre supérieur. De temps en temps, on a bien sûr des déboires parce que si cette ostéogenèse ne survient pas, eh bien, automatiquement, on va avoir une rupture du matériel d'ostéosynthèse, comme ici de ce clou gamma long, où la radiosensibilité, la radiothérapie n'a pas permis la corticalisation, on aboutit à cette fracture, ou bien le patient que nous avons vu tout à l'heure, que j'avais traité préventivement par cette plaque et par une cimentoplastie, et il a quand même, et une radiothérapie, il a quand même, voyez, arraché sa plaque, pour l'heure sans symptômes, mais vous voyez que s'il n'y a pas l'ostéogenèse secondaire, eh bien, on a automatiquement une surcharge mécanique du matériel d'ostéosynthèse et on peut aboutir à la rupture. Pour les coxofémorales, que du classique aussi, on voit très bien cette ostéolyse de l'arriérophose tabulaire et ce traitement par croix de Kerboul, cimentoplastie en direct, radiothérapie sur des implants bien sûr cimentés. Que du classique encore, avec cette lésion humérale proximale, à localisation essentiellement épiphysaire, prothèse double mobilité, puisque la coiffe des rotateurs, prothèse par double mobilité, pardon, prothèse inversée, vous avez corrigé de vous-même, avec la coiffe des rotateurs qui nous a servi un peu de protection à une résection qu'on a voulu plus importante. Vous voyez un peu ce mélange aussi d'indications, aussi en fonction de cette nécessité d'être résecteur, même dans le cadre d'un myélome multiple. Vous voyez donc ces notions un petit peu nouvelles. Que du classique pour le genou, cette lésion épiphysaire fracturée ne pouvait relever que de ce type d'implant. Voilà, donc en conclusion, indiscutablement, le myélome est une maladie très très particulière. Le geste opératoire sont limités pour nous, hein, bien sûr, mais ils sont incontournables.
L'indication est établie en RCP dédié. Alors, pour l'instant, c'est partagé un petit peu entre les deux, mais on les voit plutôt le vendredi après-midi à l'Oncopole, puisque les fournisseurs, si on peut dire, de cette pathologie sont sur l'Oncopole. Bien évidemment, dans le cadre de cette RCP, la radiologie interventionnelle a une place fondamentale, d'ailleurs parfois associée avec nous, hein, et le neurochirurgien. Disponibilité pour nous, c'est un point important. Il faut prévoir de pouvoir s'occuper de ces patients en semi-urgence, surtout pour prévenir la fracture pouvant survenir, vous savez, le vendredi soir, on vous présente le vendredi matin, on vous présente le patient et c'est le vendredi soir qui se fracture. Je remercie au passage Mademoiselle Gosselin et Monsieur Testori de m'avoir aidé d'avoir rassemblé les dossiers et de travailler sur un futur papier intéressant dans cette pathologie. J'écoute vos questions après avoir conclu sur ces points extrêmement importants à se rappeler. Eh bien, tu nous as traité un sujet difficile de manière très claire. Moi, ce qui m'étonne dans ta présentation, c'est que j'avais l'habitude de croire que lorsqu'on irradiait un os, il était mort et pour longtemps. C'est-à-dire quand on met une prothèse de hanche chez quelqu'un qui a été irradié plusieurs années après, elle se décèle. Quand on irradie quelqu'un, il va se casser dans les années qui suivent. Et toi, tu nous montres l'inverse. C'est grâce à l'irradiation qu'il consolide. Incroyable. Oui, alors bien évidemment, la radiothérapie a fait beaucoup de progrès. Je suis bien sûr pas à même de vous donner des détails, mais les doses d'une part, le centrage d'autre part, a permis quand même on va dire, d'éliminer le risque qui était d'abord, qui existait autrefois, qui était de sarcome radio-induit, et puis de limiter au maximum les inconvénients en focalisant énormément le faisceau. Mais je pense que cette pathologie, ce risque évolutif joue aussi avec l'âge de survenue du myélome, puisqu'il survient vers 70 ans. Donc, je suis bien placé pour le savoir, si je puis dire. L'espoir de vie à 70 ans est quand même moindre que quand on prend des gens qui ont des cancers du sein, du rein, de la thyroïde et qui sont à la cinquantaine et qui risquent d'avoir justement toutes ces complications à long terme. Ça, c'est vrai, mais Voilà. tu nous as montré ce bassin où il y avait presque plus d'os, où tu as pu mettre une prothèse en presse-fit. Tu nous as montré un humérus où il n'y avait plus rien qui s'est régénéré, alors que Oui, la biothérapie, c'est quand même au-delà de l'âge, ça. oui, Et c'est oui, étonnant. c'est au-delà de là. Et puis, ce qui a fait aussi beaucoup de progrès, c'est la maîtrise médicale par Oui, la chimiothérapie de ce type de patient, y compris au-delà de 70 ou 75 ans, quand le patient ne pourra pas supporter une autogreffe de moelle. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de médicaments, la fameuse thalidomide, vous savez, celle qui a donné d'horribles mutilations néonatales là, chez les gens. Et qui est extrêmement efficace dans oui, la c'est vrai. maîtrise du myélome. Il y a l'immunothérapie aussi qui va peut-être faire des progrès. Peut-être, Les peut-être, vaccins ARN, on peut-être. en parle. Bon, Oui, écoute, oui, oui, bien sûr. on va donner la parole à qui veut la prendre. Ah oui, juste une question. Tu nous as montré la survie des plasmocytomes solitaires aux alentours de 7 ans, mais qu'est-ce que tu appelles survie? C'est-à-dire la sortie de la courbe de Kaplan-Meier, c'était le décès du malade. C'était le décès du malade. C'était le décès du malade. Et comme ils sont âgés, ils sont peut-être pas morts à cause du Et oui, plasmocytome. mais là, quand même, c'était assez spécifique. Mais je rappelle, que tu as vu la base, c'est de l'espionnage chinois, c'est-à-dire qu'ils Oui, sont allés chercher les dossiers. Je ne savais pas que ça pouvait se faire tranquillement de leur ordinateur chinois. Ils sont allés chercher les dossiers puisqu'ils sont entre guillemets publics et ils ont fait leur étude. Mais j'ai lu l'article, bien évidemment. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est-à-dire qu'il y avait mort vif, mort ou vivant, mais de quoi étaient morts les gens. Donc c'est pour c'est ça ça, qu'il oui. faut prendre. Alors c'était chouette parce qu'il y a 4000 patients, mais c'est beaucoup à modeler parce que on ne sait pas trop exactement ce Ah, qu'il y a voilà. derrière Il les chiffres. faudrait prendre que ceux qui sont morts du myélome. Vous avez d'autres Voilà. questions, donc je vous rappelle comment on fait. Il suffit d'ouvrir son micro et de parler. Allez, Des questions concernant la chirurgie. Est-ce qu'il y a des contraintes particulières liées à ce type de tumeur? Hypervascularisation, os difficile à travailler, saignement. résection, Alors, qui doit être
Oui, bonne question. Le côté vasculaire, non, il n'y a pas. Ce n'est pas des tumeurs qui saignent, sauf que les patients sont bien sûr anémiques, mais j'allais dire, c'est de la partie, le ballon est dans le camp des anesthésistes. Par contre, ce sont des lésions qui sont très souvent épiphyso, métaphyso, diaphyso, métaphyso, épiphysaire. C'est-à-dire, ça va de haut en bas. Donc, il faut absolument avoir un scanner pour vraiment être sûr qu'on pourra avoir un verrouillage proximal ou distal, on va avoir un appui mécanique en haut et en bas. Quitte à céder de cet appui mécanique en faisant une cimentoplastie chirurgicale. Lors de l'intervention, on rajoute du ciment pour fixer. Bon, là, il faut faire appel un peu à notre caractère un peu ingénieux, j'allais dire bricoleur, mais on n'est pas des bricoleurs, on est des ingénieux. Voilà. D'autres questions? Allez, lancez-vous. Louis Courteau, tu as des remarques complémentaires? Non, j'ai pas de questions particulières. C'est vrai que M. Bondial a bien insisté dessus et c'est important sur la sensibilité du myélome à la radiothérapie. On a vraiment de la réossification et une reconstruction osseuse qui est extrêmement intéressante par rapport aux lésions métastatiques. Vous n'avez plus aucune question, aucun? Dans la mesure en plus où justement on a des lésions qui sont radiosensibles, je crois que il faut s'attendre à avoir de plus en plus de patients. Je sais que nos relations avec l'équipe de Benjamin Hébrault, c'est lui qui essentiellement est le leader là, en ce qui concerne cette prise en charge. Il nous confie de plus en plus de patients parce qu'il sait que le geste qu'on a proposé est un geste simplex. Mettre quand même un clou gamalon, Oui, un clou dans l'humérus, quand même. Effectivement, une greffe allant de l'épiphyse à l'épiphyse de tout le tibia, c'est rien. Non, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. J'ai montré les exemples caricaturaux, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, pour l'heure, on n'a pas structuré une RCP myélome. Mais en fait, on les voit le vendredi après-midi avec Louis, un vendredi sur deux. On les voit à ce moment-là parce qu'on est sûr qu'il y a toujours un radiothérapeute. Alors moi, quand j'étais rhumatologue, parce que je l'étais un moment, on disait que les maladies de Kaller avaient les yeux bleus. C'est vrai? Ah non. Ben non, L'ostéogenèse imperfecta, oui, mais pas la maladie de Kaller. Je n'ai pas regardé. À l'époque, ils disaient ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je n'en ai pas vu assez dans ma vie. Bon, ça a l'air d'être une question tellement élevée que ça va être la conclusion. Voilà, et avec la petite cerise qui est par là, on travaille sur ça, dans la foulée de ce qu'on a écrit sur les métastases, parce que vraiment, il n'y a aucun papier dans la littérature française. Très peu de papiers de chirurgiens, sauf le rachis. Le rachis, par contre, il y en a. Et tu ne nous as pas montré des choses si récentes que ça, en fait. Les publications datent de 2010-2011. De chirurgie, oui. Oui. Il y a très peu de choses. Oui, Par oui. contre, il y a un European Myelome Working Group, un international group, enfin, vraiment, ça y va, hein, ça écrit. Avec des pays, j'allais dire, inattendus. La Grèce, beaucoup de publications de la Grèce, qui ne sont pas des pays réputés être en tête en orthopédie, pas tellement des États-Unis. Mais voilà, c'est assez étonnant. Il y a 3 ou 4 gros papiers, avec ou alors des Grecs leaders, des hématologues grecs leaders, et puis tête de gondole de papier sur le traitement médical ou sur la radiothérapie. J'espère qu'aucun Grec qui parle français ne trouvera ce site. On arrête là, on dit au revoir à tous et à la prochaine fois. Donc, c'est la semaine prochaine, je pense. Merci à tous. Oui, c'est les raideurs du genou par Étienne, s'il est rentré des États-Unis. Un petit peu. Aussi, parce qu'il fait très froid. Il n'est pas parti. Ah, il n'est pas parti? Ah bon, d'accord. Allez, il a bien fait. Et merci pour cette belle communication. De rien. Merci à tous. Merci.